Bienvenue, rebonjour. Euh, j'ai j'ai décidé de changer légèrement ma présentation. Je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes dans l'assistance ne connaissaient pas vraiment Wakanda. Donc j'ai décidé d'aller un petit peu plus, de passer un peu plus de temps à montrer déjà des choses assez basiques dans Wakanda pour aller un petit peu plus loin parce que j'ai l'impression que ce matin, on a montré un peu les nouveautés et puis bah, c'est passé un peu à côté parce que les gens ne connaissaient pas le produit, donc ne voyaient pas bien l'intérêt. Donc on, on m'a demandé beaucoup dans la journée, euh, qu'en est-il de la volumétrie, comment Wakanda peut gérer un grand nombre de données. J'ai construit une petite base rapidement. J'ai pas eu le temps de faire plus là parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais une petite base d'un million d'enregistrements. Il y a 1 million d'employés qui sont connectés à peu près à 1000 sociétés de façon aléatoire entre 10 000 dans une société et entre 50 et 10 000 pour montrer un peu des jointures, des recherches, des tris sur ces données et montrer comment on construit l'interface web là-dessus. Voilà, donc le modèle est vraiment, vraiment très simple. On va revenir dessus. Voilà, on va fermer ça. Voilà. Employé, compagnie, un, un attribut. Donc, dans Wakanda, un attribut peut être un attribut de relation. Donc, entre autres, là, je veux avoir pour un employé son employeur, qui est une compagnie, évidemment. Et Wakanda gérera pour moi automatiquement la jointure, la foreign key, la primary key. Et puis aussi, chaque employé peut avoir un manager. Ce qui veut dire que ce manager, lui, a une liste de personnes de direct report. Et pareil, une compagnie a une liste d'employés qui travaillent pour cette compagnie. Donc ça permet un peu d'avoir un petit exemple basique sur lequel on peut traiter un peu de la volumétrie. Donc il y a à peu près 1 million et quelques, je ne sais plus combien, mais d'employés et à peu près 1000 sociétés. Donc je vais commencer par construire quelque chose de simple. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est là que je voulais aller. On va créer une petite grille et dessus, on va construire un certain nombre de choses pour montrer. Donc, je vais faire une petite page. Donc, démo 3. Voilà, donc je fais ma grille que je vais mettre sur les employés. Et dedans, pour l'instant, je ne vais faire apparaître que certains des attributs, pour que ce ne soit pas trop complet. Et bon, j'y vais. Alors voilà. Donc là, on a 1 078 000 employés. Donc c'est une grille. Je peux scroller dans ma grille, manipuler mes données. En fait, le serveur répond. Bon, là, il se trouve que je suis en réseau local, mais on a de bonnes performances aussi à travers un réseau Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici voilà. On va regarder un peu plus en détail comment Wakanda fonctionne et comment les données sont transmises. Donc, on a parlé d'un système ouvert basé sur REST. En fait, là, globalement, la première fois que je fais apparaître ma grille, j'ai une source de données que j'ai créée dans ma page qui a le même nom que ma data class par défaut. On lui donne le même nom que la data class, à part qu'on la met en minuscule. Cette source dit, bon, bah voilà, je vais aller chercher mes données dans cette data class et quelle que soit la query qui est faite, j'aurai une collection de données à un moment donné, qui peut être vide, mais j'aurai une collection de données. C'est cette collection qui va être manipulable dans la data source, qui peut se réduire à une seule entité ou à un grand nombre d'entités. Donc, dans cette source ici, je peux commencer par faire des requêtes. On va effacer tous mes tests, voilà. Donc, je peux
commencer à faire des choses assez simples. Par exemple, donc je prends l'ensemble des sources qui sont présentes dans ma page. Là, j'en ai qu'une qui s'appelle employé. Voilà. Et dessus, je vais faire une query. Donc, le principe de Wakanda, c'est que dès qu'on modifie par une query une data source, automatiquement, cette source prévient tous ceux qui sont abonnés à ces changements. Là, j'ai un widget qui est abonné au changement, c'est la grille. Donc la grille saura se redessiner quand la source aura été modifiée. Dans le cas présent, je vais faire une query, donc je vais modifier la collection courante. Donc là, j'ai 1 million, je vais faire une recherche dessus, par exemple tous ceux dont le nom est égal à un paramètre, et puis je vais mettre comme paramètre, je ne sais pas, moi par exemple DAC, pardon, c'est un F, DAC étoile, voilà. Donc étoile étant le joker. Donc je fais ma recherche. Donc là, il a retrouvé sur 1 million de fiches, il m'en a retrouvé 2600. Voilà, bon, je peux faire comme ça un certain nombre d'autres recherches sur ce que je veux. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dans les données. On va voir tous ceux qui commencent par A, par exemple. Bon, j'en ai 16 000. Voilà. Donc ça, c'est pour donner un exemple des performances du moteur. Bon, là, je suis sur un portable. C'est pas un SSD. Hein. Je sais qu'il y a eu des sessions aujourd'hui qui insistaient sur le SSD, mais c'est une machine assez ancienne, donc c'est même pas un 7200 tours, c'est un 5400 tours, donc c'est un disque assez lent, mais qui me sert bien pour les présentations. Pour montrer un peu les performances, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Je vais reprendre mon formulaire, ma page, et je vais rajouter ici, on va déplacer un peu ça. C'est assez difficile avec la contrainte d'espace qu'on a sur l'écran. Je vais prendre une petite zone d'input, text input, voilà. Je vais plutôt la mettre en haut, d'habitude on met ça en haut, c'est plus joli, voilà. Et je vais agrandir un peu. Et je vais mettre dessus un simple événement quand voilà, sur le mouse up par exemple. Non, sur le key up, est-ce qu'il doit être plus bas? Voilà. Donc à chaque fois qu'on va taper quelque chose dedans, eh bien je vais prendre, je vais faire une recherche. Donc je vais prendre dans ma source, qui est sur employé. Donc je refais exactement la même chose que tout à l'heure, une requête avec donc le nom égal 2.1. Et puis je vais passer ici comme paramètre, eh bien la valeur. Alors je pourrais utiliser this puisque je suis dans un key up. Bon là j'aime bien le faire comme ça. Par contre j'ai oublié le nom de mon. Je vais vérifier, j'ai oublié le nom de ma zone, je l'ai appelé, pardon, je l'ai appelé TextField 1, voilà. Excusez-moi. Donc, alors ici j'utilise, on a un peu copié sur jQuery, jQuery utilise $ pour être accessible. Nous, on utilise $, c'est pas beaucoup d'imagination, pour accéder à l'ensemble des widgets de notre framework. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir à retrouver le widget en le reprenant dans la liste de tous les widgets. Quand on est ici, je peux demander waf.widget pour avoir l'ensemble des widgets. Dessus, par exemple ici, j'ai ma data grid, donc je peux avoir ma data grid qui est accessible sur lequel Donc cette syntaxe est équivalente à $$ data grid 1. Voilà, c'est un raccourci. Et après, sur mon widget, j'applique des fonctions. Voilà. Donc là, on fait ce qu'on veut. Bon, donc là, je ne vais pas en faire. Donc je retourne dans mon truc.
Donc là, je prends ce truc-là, et dessus, je demande la valeur en cours, et j'ajoute le caractère joker pour pouvoir rechercher. Donc, simplement en écrivant ce code-là, je vais le faire tourner. Il est là, je rafraîchis ma page. On va réduire un peu ici. Voilà. Donc, je commence à taper quelque chose, par exemple LAR, et là, ça... Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, si on regarde sur le réseau, alors je vais remettre à 0, et on va voir ce qui se passe voilà, au niveau réseau. On va refermer ça, agrandir un peu ici. Donc, voilà. À chaque caractère, en fait, il va y avoir une requête envoyée au serveur pour, qui va réduire. Donc, si je tape donc LAR, voilà, 3 requêtes ont été envoyées au serveur. En reste, la première voilà, est ici. Alors, bon, c'est du reste. Hein, donc, on a la ressource qui nous intéresse ici, c'est la data class employée. On veut le limiter aux 40 premières. Donc, on le voit mieux ici. On a une décomposition de la requête ici. Voilà. Voilà, donc, on veut limiter aux 40 premières pour éviter de tout recevoir en un bloc. J'envoie mon filtre, les paramètres qui sont passés pour la requête, et puis je veux créer dessus une collection sur le serveur pour pouvoir après cacher cette sélection et gagner du temps sur le serveur. Donc voilà, j'ai tapé une chose. Là, j'ai ma requête qui est arrivée. Là, c'est la même chose, mais à part que j'en étais à LAR, donc bon, bah, voilà, les paramètres ont été changés. Une fois que cette collection a été créée sur le serveur, elle est accessible par son identifiant. Ce qui fait que c'est ce qui fait un peu la technique derrière la magie. Si maintenant je me déplace et que je passe à d'autres pages, hop, une autre requête apparaît avec cette fois, eh bien, dans les paramètres, une copie de l'ancienne requête au cas où on aurait perdu la collection sur le serveur. Et dans l'URL, l'identifiant ici, je ne sais pas si c'est très visible, mais j'ai du mal à agrandir, l'identifiant de la collection sur le serveur. Ce qui fait que, une fois que j'ai fait ma requête, aussi complexe soit-elle, je n'ai pas à la refaire dans ma pagination. À chaque fois que je vais passer, prendre les 40 suivantes ou les 60 suivantes quand je vais utiliser la scroll bar ou si je me déplace à la fin, je navigue dans ma collection qui a été créée sur le serveur et qui est créée très très rapidement par une technologie qui nous est propre, qui n'est pas du tout basée sur une logique SQL justement, où en SQL on crée des datasets, on copie les données. Là, on travaille directement sur les données et c'est infiniment plus rapide en fait. Donc là, si je me déplace à la fin, voilà, ben, je vais avoir une requête pour, si on regarde la requête, toujours sur la même collection. Et en fait, quand on regarde les paramètres passés, on voit qu'il a demandé à se placer au 719e et d'en prendre 60 d'un coup. Ce qui fait que si j'utilise un peu, là, bah, il n'y a pas d'autre requête pour l'instant, parce que je suis dans le groupe de 60 qui a été envoyé sur le serveur. Donc le système cache de façon un peu automatique les données. Bon. Ça, c'est une première chose. Alors, on peut faire des requêtes un peu plus intéressantes. Là, par exemple, j'aimerais bien voir, pour mes employés, j'aimerais bien voir la compagnie correspondante. Bon, bah, c'est très simple. Je modifie ici ma grille pour rajouter, alors on va l'agrandir un petit peu, voilà, et je vais rajouter dans ma grille, voilà, je voudrais voir la compagnie pour laquelle il travaille, et je vais dire que c'est l'employeur. Et dans l'employeur, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le nom de... Ah, excusez-moi, j'ai tapé. Je vais
voilà, c'est le nom. Donc, en faisant ça, j'enregistre, je rafraîchis ma page, et je me retrouve maintenant avec voilà, la compagnie correspondant à l'employé, en fait. Et là encore, bah, je peux me permettre de faire des requêtes un peu plus sophistiquées, l'équivalent donc d'une jointure en SQL, hein, un select avec une jointure entre deux tables. Là, je voudrais pouvoir rechercher tous les employés, dont la compagnie, donc employeur.name. Donc là, il va me faire une recherche là-dessus, commence par animation, par exemple, ou voilà, par anime. Donc je fais cette requête, je vais appuyer sur, voilà, donc là il lance la requête, il en a trouvé 18 000 sur 1 million, il a fait la jointure. Ouais. Donc c'est pour donner une idée des possibilités de la volumétrie. Si je me mets côté serveur pour voir la requête, j'ai un moyen un peu plus simple. Donc, je peux faire exactement le même genre de requête côté serveur. Par exemple, on va faire ds.employé, pardon, query, employeur, excusez-moi, touche, égal, voilà, puis on va mettre donc ici, côté serveur, donc là, je vais créer une collection à partir de ça. Et une fois que j'ai cette collection, par exemple, je peux demander la longueur. Donc les collections permettent d'être manipulées comme des tableaux. Donc voilà, j'en ai trouvé 18 000. Côté serveur, si je veux voir je sais pas moi, la 1700, voilà, je peux faire ça et j'aurai l'entité correspondante, on va agrandir un peu, retrouvée. Donc vous voyez, à chaque fois, il me fait la requête. Bon, je peux aussi demander à voir la façon dont la requête s'est exécutée, voir ce que ça donnerait si on pensait en relationnel. Donc je peux demander à voir le query plan. Donc voilà, donc on voit qu'ici, le moteur... Alors c'est peut-être un peu petit, non, je vais voir si je peux encore agrandir. Mais... CTRL plus... Non, ça agrandit que... Bon, désolé, ça n'agrandit que le haut. Mais donc là, il montre qu'il a fait une jointure entre les compagnies et les employés, en utilisant une sous-query sur les compagnies pour retrouver toutes celles qui commencent par anime, en fait. Donc, le moteur côté serveur est assez sophistiqué, en fait, et même très sophistiqué, permet de faire toute forme de requêtes, y compris des requêtes, des queries qui ne sont pas simples à exprimer habituellement en SQL ou en langage 4D, pour ceux qui sont habitués à 4D. Dans le cas présent, par exemple, j'ai dans mon modèle un manager. Bon, si je veux je voudrais retrouver tous les gens qui travaillent pour un manager qui a un salaire supérieur à 70 000, par exemple. Bon, bah, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux faire manager pour un salarié supérieur, voilà, supérieur à 70 000. Et je voudrais retrouver aussi, et en même temps, je voudrais que ces employés retrouvés aient un salaire, eux, inférieur à 60 000, par exemple. Voilà. Donc, je fais ce genre de requête.
je regarde combien il y en a, par exemple. Bon, voilà, il en a trouvé 120 000 sur 1 million. Si je veux voir la façon dont il a fait la query, bon, bah, c'est très simple. Il s'est aperçu qu'il voulait faire une recherche récursive, enfin une jointure, pardon, récursive sur les employés. Donc il a créé l'équivalent d'un alias en SQL sur les employés qu'il appelle employé 1. Et puis bah, il fait sa jointure. Il recherche dans ses employés 1, c'est-à-dire les managers. Employé 1 va correspondre dans ce cas-là à manager, tous ceux dont le salaire est supérieur à 70 000. Il me fait la requête, il s'en sert pour filtrer la jointure et il en profite pour aussi filtrer avec les employés dont le salaire est inférieur à 60 000 et je me retrouve avec le résultat. Donc on peut exprimer de façon très très simple des requêtes qui sont très complexes maintenant. Et l'exécution de la requête est totalement dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction comme dans d'autres systèmes dits mapping objet relationnel, construction en SQL des requêtes. Là, tout est fait dynamiquement. C'est-à-dire que le moteur supporte ce genre de requête dynamiquement en natif. Il n'y a pas besoin de passer par une interprétation. Voilà. Alors, je vais pousser un peu plus cette notion de data source qui est assez importante côté client. Quand je me retrouve ici avec mes données, bon, on voit que la source s'appelle employé. Bon, c'est une convention que nous avons choisie de nommer la première source qui travaille sur une data class donnée avec le nom de cette data class. Mais il est évident que il est assez fréquent que dans une même page, je veuille représenter plusieurs collections d'une même data class, pour N raisons. Donc, il suffit de créer plusieurs sources sur la même data class. Donc, je vais montrer comment ça fonctionne. Voilà, là, je vais réduire un petit peu cette grille pour qu'on ait un peu plus d'espace. Ça va pas être évident, parce qu'on est vraiment à la limite. Je vais fermer et rouvrir la page, il y a un petit problème. Voilà. Bon, on va réduire ça. Bon, ça n'a pas marché, ça va marcher. Voilà. Et je vais en mettre une autre à côté. Et je voudrais que cette grille soit aussi sur... je voudrais aussi voir des employés. Donc mais je ne veux pas évidemment voir les mêmes. Je voudrais, donc je peux prendre, dupliquer cette source et l'appeler par exemple employé 1. C'est celle-là que je vais utiliser pour cette grille-là. Ce qui fait que maintenant, à l'utilisation, je vais enregistrer, à l'utilisation, j'ai maintenant deux sources. J'ai une première qui est toujours reliée à celle-là, donc si je modifie quelque chose, voilà, il n'y en a pas qui commencent, voilà. Là j'ai modifié, je n'ai absolument pas touché à celle-là. D'un autre côté, si je prends ma source, donc si je regarde source maintenant, bah, effectivement, j'en ai deux, j'ai employé 1. Donc je peux prendre source.employé 1 et puis faire une query dessus. Voilà, par exemple, je ne sais pas, tous ceux dont le nom est supérieur à une lettre, au G, tous ceux qui ont une lettre. Voilà. Bon, je me suis trompé dans ma... Ah ben c'est pas name, oui, c'est last name. Je voulais voir si quelqu'un suivait. Pardon. Voilà, donc, vous voyez, donc les sources sont vraiment indépendantes. Donc, on peut comme ça manipuler. Vous voyez, à chaque fois, là, je travaille quand même sur une volumétrie qui est correcte. Hein, c'est pas juste deux, trois entités. Vous voyez, les temps de réponse, ça répond bien. Donc, on peut vraiment construire une application
complète qui va être utilisable, quoi. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que chaque requête est envoyée sur le serveur dans une thread séparée. Donc on gère automatiquement le multithreading. Ce sont des vrais threads préemptifs qui utilisent vraiment la puissance du ou des processeurs pour avoir un scaling vertical assez important. C'est-à-dire qu'on peut avoir... nous avons fait des tests sur une machine, un Dell qu'on nous avait prêté, qui avait 8 processeurs qui avaient chacun 6 cœurs des Xeon, 8 Xeon avec 6 cœurs. Donc ça nous a permis de vraiment faire des tests de charge importants sur une grosse volumétrie, avec SSD, hein, c'est quand même mieux, je réinsiste beaucoup. Il n'y a pas de miracle. Si là vous êtes sur des disques qui ne sont pas SSD, vous allez perdre énormément de temps dans les déplacements de tête de lecture et ça va écrouler les performances. Alors qu'avec un SSD, avec des contrôleurs modernes, vous êtes capable d'avoir entre 20 et 40 000 opérations par seconde, ce qui est entièrement suffisant pour traiter des très grosses volumétries avec d'énormes requêtes. On peut avoir du 1000 requêtes par seconde sans aucun problème avec ce genre de SSD. Donc voilà, globalement, Wakanda est vraiment capable de gérer des gros volumes de données et de créer dessus des interfaces jolies. Bon, moi je ne suis pas un très bon designer, donc mes interfaces ne sont pas belles, mais il y en a qui en font des plus jolies que moi. Alors, pour reprendre un petit peu le côté... Bon, ça c'est bien joli, mais là je définis mon modèle. Il n'y a pas énormément de différence avec une base de données relationnelle. Je peux avoir mes tables, bon, je fais mes requêtes différemment, mais à part ça, on ne voit pas trop la différence. Là où on pousse les choses et où on va beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, une data class n'est pas une table. C'est vraiment une collection d'entités qui sont des objets et qui ont des propriétés qui utilisent la puissance du JavaScript. Dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui, en particulier par David Robbins, il a expliqué que l'une des grosses, une des puissances de JavaScript, c'est aussi le fait d'avoir des fonctions qui sont assez puissantes. On se retrouve avec cette même logique dans le côté serveur. Donc on peut appliquer des fonctions à énormément d'endroits dans le serveur. Alors, on peut en mettre sur des choses simples, sur des choses un peu plus complexes. J'ai par exemple la date de naissance. Bon, la date de naissance, c'est un attribut, mais très souvent, en tant qu'être humain, moi, j'ai plus de facilité à travailler sur l'âge que sur la date de naissance. Et quand je définis mes règles métiers, j'ai plus de facilité à les faire sur l'âge que sur la date de naissance. Par exemple, et c'est vrai aussi dans nos règles, on dit par exemple dans tel pays, l'alcool est interdit aux gens qui ont moins de 21 ans. Bon, on se base sur l'âge. Alors évidemment, ça va se traduire à un moment donné, si la personne présente sa carte d'identité, on regarde la date de naissance et on calcule l'âge à partir de ça. Mais on travaille avec l'âge. Bon. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir avoir un champ calculé, qui est l'âge basé sur la date de naissance, mais je ne voudrais pas de pénalité dans mes requêtes, dans le traitement des données. Si dans beaucoup de systèmes, si je commence à faire un champ calculé qui est l'âge par rapport à la date du jour et la date de naissance, quand je vais faire une recherche dessus, bah, ça va s'écrouler parce qu'il va, pour chaque entité, recalculer l'âge, et donc je vais avoir une recherche séquentielle qui va à chaque fois exécuter une formule JavaScript. Ce n'est pas très optimisé. On a un moyen, grâce à la puissance de l'interaction entre le JavaScript et Wakanda Server, de mettre des fonctions aux bons endroits pour dire, bah, quand il y a une requête, par exemple, une requête sur l'âge, je sais que finalement, ce n'est pas l'âge que je veux rechercher, c'est la date de naissance. Donc j'ai un moyen de dire à Wakanda, remplace dans la requête l'âge par la date de naissance et remplace-le de telle manière. Alors, je vais vous montrer comment c'est fait. Voilà, donc ici, dans mes sources, il faut que je rouvre ici. J'ai dans mon modèle,
j'ai défini pour chacune de mes classes du code JavaScript. Donc pour les employés, voilà. Je ne sais pas si c'est visible, bon, je vais peut-être réduire un tout petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Bon. Voilà. Donc j'ai défini l'attribut quelque part, il est ici, voilà. J'ai défini l'attribut âge qui est calculé et qui doit me retourner une valeur numérique entière, un long entier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que à chaque fois qu'on voulait, d'une façon ou d'une autre, accéder à l'âge, que ce soit dans un affichage dans le debugger, que ce soit dans la récupération d'une requête REST ou dans un tableau d'attributs, quand j'ai besoin de l'âge, il passe par cette fonction onGet, qui est une fonction qui va me calculer l'âge à partir de la date de naissance qui est dans le... Alors, je me suis fait des utilitaires qui, en fait, font le calcul de l'âge à partir d'une date de naissance et de la date du jour. Voilà. Bon, on ira les voir tout à l'heure. Voilà. Et puis, c'est là où c'est intéressant, c'est que si je fais... Alors, le système est par un système de délégation, c'est-à-dire que là, j'ai dit que je déléguais le get à cette fonction. Là, je délègue le onQuery à cette fonction. Si je n'avais pas mis le onQuery, ça aurait quand même fonctionné, mais il aurait vu, ah bah il n'y a pas de délégué pour le onQuery, c'est pas grave, je vais utiliser le onGet et faire une recherche séquentielle. Donc j'ai le droit d'avoir des champs calculés qui fonctionnent à l'ancienne, surtout quand on n'a pas beaucoup de données, on s'en fiche, on n'a pas besoin de faire des choses très sophistiquées. Le simple get va suffire et il va être appliqué à chaque appel pour chaque entité. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose de sophistiqué, surtout quand j'ai un grand volume de données, je le fais. Donc, le onQuery va recevoir l'opérateur de comparaison et la valeur à comparer. Donc, quand je vais rechercher, par exemple, âge égale 26, je vais recevoir dans l'opérateur de comparaison une string qui va être égale. Alors, pour ceux qui sont des purs JavaScript, c'est vrai qu'on a choisi égal pour l'opérateur de comparaison, c'est malvenu. On va sûrement le changer par égal égal, parce que beaucoup de gens nous disent oui, mais on croit que c'est une assignation, ce qui est vrai. Donc, par la suite, ça sera égal égal. Bon, en tout cas, donc j'ai l'opérateur de comparaison ici dans une string, et j'ai la valeur à comparer qui sera 26. Eh bien, je peux retourner une string qui va être une sous-query, qui va remplacer ma query où il y a âge égale 26 par ce que je veux. Donc ici, j'ai défini dans mes utilitaires une fonction, enfin j'ai fait un namespace DetTool sur lequel j'ai défini un certain nombre de fonctions. Donc celle qui fait le compute edge, là, qui est le calcul de l'âge, bon, hein, je vous passe la formule mathématique, mais ça essaie de calculer voilà, le nombre de secondes, millisecondes, ainsi de suite entre deux dates, et ça le divise et ça me retourne un nombre d'années. Et puis, voilà, le build query. Alors, le build query, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si la valeur à comparer est nulle. Donc, si la valeur à comparer est nulle, c'est-à-dire qu'on cherche sur un... Alors, nul, hein, c'est pas 0. Hein, nul, c'est vraiment, on ne la connaît pas. Bah, si on ne sait pas l'âge à rechercher, ça veut dire qu'on ne connaît pas non plus la date de naissance. Donc, on remplace par la date de naissance. Donc, dans ce cas-là, attribute name va être la date de naissance, hein, birth date, puisque je l'ai passé en paramètre. C'est égal à la date de naissance, c'est nul. En revanche, sinon, bah, je calcule une limite inférieure et une limite supérieure en date. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai 26 ans, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, mais si j'avais 26 ans, j'aurais une date de naissance qui est comprise entre deux dates. Ma date de naissance peut être comprise entre deux dates hein, qui sont séparées d'une année. Donc je calcule ces deux limites et je remplace ma requête par supérieur à la limite inférieure et inférieur à la limite supérieure dans le cas de l'égalité. Dans le cas du supérieur, bah, c'est simplement inférieur à la limite inférieure. Enfin bon, après ça c'est une petite tambouille, mais globalement je fais ça. Ce qui fait que à l'utilisation, voilà, on va revenir sur l'utilisation, je vais faire une recherche, je voudrais retrouver tous les employés dont l'âge est égal à 26, à 27. Allez, tiens. Voilà. Eh bien,
si je regarde le query plan, ouais, vous voyez déjà c'est rapide, hein, ça y est, c'est fini, là il l'a fait sur... donc c'est un champ calculé sur 1 million d'enregistrements, et en fait il l'a remplacé par birth date, hein, entre... Alors, moi dans mon code, j'ai écrit inférieur à telle chose et supérieur à telle chose. Mais le moteur va plus loin. Une fois que je lui ai donné la string que j'ai redonnée comme query de remplacement, à nouveau, il repasse par le moteur pour la réanalyser, pour voir s'il ne peut pas encore l'optimiser. Ce qu'il fait pour l'optimiser par une fourchette entre deux valeurs, ce qui est plus rapide dans un arbre, dans un B-tree, que de faire deux recherches séparées. Donc le moteur est vraiment extrêmement optimisé pour faire ce genre de choses. Si maintenant, je voulais retrouver tous ceux qui ont un âge égal à 27, mais qui travaillent pour un manager, voilà, un manager dont l'âge, alors manager.age, donc vous voyez là ça va assez loin. C'est-à-dire que manager est un champ, un attribut de relation dans mon entité. Cet attribut de relation, il pointe vers une autre entité qui est elle-même un employé. Bon. Cet employé, il a aussi un âge. J'ai le droit d'avoir un champ calculé sur le manager. Et le moteur va se débrouiller pour appliquer la bonne formule au bon endroit. Donc, je vais demander l'âge du manager égal à 32, par exemple. Voilà. Si je regarde le query plan, bon, bah là, c'est un peu plus sophistiqué. Il m'a fait une recherche indexée sur les dates de naissance, toujours comprises, comme tout à l'heure, pour l'âge 27, mais il me fait une jointure sur lui-même, sur les tables employées, en créant employé 1, un alias, et il me fait d'abord une recherche dans employé 1, compris entre telle date de naissance et telle date de naissance pour correspondre à l'âge 32. Donc voilà, et tout ça avec des temps raisonnables. Hein, si je regarde le nombre de fiches trouvées là-dessus, voilà, bon, bah, il y en a 445, et voilà. Donc on a comme ça des possibilités assez puissantes dans la manipulation des données. Le moteur va plus loin que les simples requêtes. C'est-à-dire que quand je définis mon modèle, bon, il y a une chose qui m'intéresse, c'est d'être sûr que mes prénoms, les noms de les sociétés soient toujours formatés avec une majuscule devant et des minuscules par la suite. Bon, bah, d'accord, c'est très simple. Si je regarde un peu la façon dont je l'ai défini dans mon modèle, alors ici, là, je suis dans un modèle où je construis le modèle par programmation. Je peux aussi construire le modèle par l'éditeur en ajoutant des tables, des classes, ça vous l'avez vu, ça a été montré plusieurs fois. Mais là j'ai décidé de construire le modèle par programmation. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus difficile au début. L'avantage, c'est qu'on a un contrôle total de ce qu'on fait. On choisit de répartir ces fichiers JavaScript qui correspondent au modèle là où on le désire. On a la hiérarchie qu'on veut. On peut les mettre dans des dossiers, des sous-dossiers, des niveaux d'imbrication. On a énormément de contrôle dessus. Donc, dans le cas présent, eh bien, si je regarde pour mes employés, j'ai mis ça dans employé.js. Bon, bah, voilà, j'ai décidé de créer une classe qui s'appelle employé avec des attributs, donc l'ID, first name, last name, salary, ainsi de suite. Et puis, eh bien, sur le first name et last name, j'ai envie d'avoir un événement qui fait que, quelle que soit la raison, quelle que soit la façon dont je modifie mon attribut, je veux être appelé pour pouvoir le formater à ma façon. Donc, j'ai mis un event listener. En fait, sur le serveur, on a des événements qui sont appelés à plein d'endroits, qui sont en fait des... Donc, et on peut mettre donc des délégués, des gens qui écoutent ces événements pour traiter l'événement. Donc là, je peux le mettre sur le onset. C'est-à-dire que le onset, c'est dès que je modifie la valeur, ça va être appelé. Donc sur le onset, je vais appeler la fonction setToCapitalize. Et je le fais pour le first name et pour le last name. Alors cette fonction, elle est définie ici.
elle est particulièrement simple. Voilà. Donc cette toCapitalize reçoit en paramètre un attribut, celui sur lequel l'événement s'exécute. Eh bien, voilà. Alors, this, c'est l'objet sur lequel on exécute l'événement. D'accord? Donc ça, c'est l'attribut à l'intérieur de mon objet, et ça, c'est l'objet. L'objet, c'est l'entité. Là, dans le cas présent, c'est un employé. Donc je regarde si dans mon employé, il y a un attribut qui n'est pas nul. Hein, il se peut que ça soit nul. Donc si on met une valeur nulle, je ne veux pas évidemment la modifier. Enfin, mais si ce n'est pas nul, eh bien, c'est une string, puisque dans le cas présent, je sais que c'est une string. J'utilise la fonction capitalize qui fait partie des fonctions définies sur Wakanda Server pour mettre une majuscule. Donc, à l'utilisation, eh bien, ça se présente comme ça. Je vais créer un employé, new ds.employé. Et je vais créer cet employé. Alors là, j'utilise l'une des syntaxes possibles pour créer des entités. Donc, la data class sert de constructeur. Hein, si vous avez vu le cours de David Robbins, si vous avez vu le cours de David Robbins, on peut utiliser des constructeurs en JavaScript pour faire ses propres classes. Donc, nous utilisons la même logique pour les classes définies par le modèle. Donc, je vais mettre, last name, on va mettre Durand. Voilà, on va mettre un peu du français. Et puis, first name. Voilà. Donc là, avant même de sauver mon entité, donc là, je ne vais pas la sauver, je vais juste la créer, elle est en mémoire, là, d'accord? Donc, si j'exécute ça et que je veux voir mon entité, on voit que déjà, les filtres, les event listeners ont été appelés pour... Donc, on a comme ça un contrôle assez fin. Alors, bon, ça, c'est un exemple très simple, mais on peut se permettre de faire des choses assez sophistiquées à plein d'endroits, sur le set, sur le get, on peut... Et si je continue un peu dans mon truc... Alors, tout ça est visible graphiquement. Si je le veux, je peux, par exemple, cliquer sur mon attribut et voir que dans les événements, j'ai un onset. Donc, le code... dynamiquement rafraîchit le modèle graphique pour vous présenter, ce qui vous permet de savoir où vous en êtes quand vous décidez de le faire sous forme de programmation. Sur une classe, ça va plus loin, on peut définir ses propres méthodes, ce qui est intéressant. Par exemple, moi, sur les employés, j'ai envie de pouvoir construire en construire là dans mon exemple pour construire un jeu d'exemples. J'ai construit les millions d'employés en partant d'un certain nombre d'un dictionnaire de prénoms et d'un dictionnaire de noms que j'ai été chercher sur Internet. Donc j'ai un code assez important qui fait ça. En fait, tout le code est là-dedans et il est assez gros. Vous voyez, il fait bon. Alors, je ne vais pas entrer, mais voilà, il va me construire l'ensemble des trucs. Ce code, je n'ai pas toujours envie qu'il soit présent dans mon contexte. Il est gros. En JavaScript, à partir du moment où on a évalué une fonction, elle est là. Si on ne la détruit pas, elle reste, elle prend de la place, et ainsi de suite. C'est dommage parce que c'est un code que je ne vais employer que rarement. Dans le cas présent, je l'utilise à partir de cette page pour construire mes données. Quand je clique sur le bouton ici, j'ai fait un peu plus d'effort de présentation. Ce n'est pas encore très joli, mais en tout cas, j'ai fait un peu plus d'effort de présentation. Quand je clique sur ce bouton, j'ai un événement et sur cet événement, j'appelle le build data. Alors, vous voyez là, je suis côté client. La fonction que j'ai définie dans mon modèle, j'ai demandé à ce qu'elle soit exposée, elle est publique. Et donc, à partir du moment où elle est publique, elle est accessible côté client. Mais même une fonction publique, je peux la restreindre avec des autorisations d'exécution pour un groupe donné, pour que
pour qu'elle soit contrainte à n'être exécutée que par un groupe donné. Donc j'ai beaucoup de contrôle là-dessus. Donc voilà. Donc j'appelle build data et s'il y a un succès, j'arrête la progression. S'il y a une erreur, j'arrête aussi la progression. Voilà. Et je passe en paramètre une valeur que j'ai saisie dans ma zone, dans mon text input. Bon. Cette fonction, elle est grosse. Je n'ai pas envie qu'elle soit toujours présente dans mon modèle. Alors, j'ai un moyen très simple de faire ça. Dans mon modèle, eh bien, ici, voilà, j'ai dit que j'ajoutais la méthode buildData, qui va être une méthode de data class, et c'est une fonction qui admet un paramètre, le nombre de compagnies à créer. Et puis, eh ben, qu'est-ce que je fais? Le corps de la fonction est vide, ou presque. Et j'inclus le code JavaScript que vous avez vu tout à l'heure, le build data. Et puis, j'exécute vraiment cette fois le build data qui est dans le corps JavaScript, dans le fichier JavaScript. L'intérêt de faire comme ça, c'est que tant que je ne vais pas appeler cette fonction... Donc ici, le add méthode ne fait que définir cette fonction, d'accord? Donc c'est une fonction qui tient sur deux lignes, qui est toute petite, qui ne prend pas de place. Le include ne sera exécuté qu'à l'exécution de la fonction buildData, ne sera pas exécuté lors de la création du modèle. Donc je peux avoir comme ça un modèle extrêmement important avec des centaines de classes qui prend peu de place en mémoire en ayant divisé mon code en plein de petits fichiers JavaScript. Alors, dans le cas présent, j'aurais pu réunir un certain nombre de fonctions dans un même fichier JavaScript, mais voilà, je peux séparer mon code en éléments fonctionnels qui ne seront appelés qu'au bon moment. Bon, c'est juste une partie des choses. Je vois que là, j'ai plus le temps. Pour les questions-réponses, on pourra les faire juste après. Il y a une série de questions. Non. Il y a la session de questions-réponses tout à l'heure, mais pas tout de suite. Enfin, je veux dire, Ah. à la fin. Après la prochaine session. Donc, vaut mieux garder les questions-réponses là. D'accord. Donc, là j'ai fini. Là, ça y est. Bon, pardon. Bon, il y avait encore beaucoup. Pardon.